Et si Elbaf, la terre des géants, était aussi le lieu du futur et ultime entraînement des Mugiwara avant la guerre finale de One Piece? L'apparition du Monster Trio à la fin de ce chapitre, combinant leur puissance pour vaincre un seul monstre d'Elbaf, est la preuve que cette contrée est parfaite pour les préparer aux affrontements les plus importants qui les attendent, ceux contre les Gorosei, les bêtes démoniaques du gouvernement. Préparez-vous à découvrir cette théorie, mais aussi la review entière de ce chapitre dans cette nouvelle vidéo. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Elbaf se dévoile enfin, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle aventure avec vous, mais dites-moi, combien de chapitres durera l'arc d'Elbaf? Pensez-vous que ce sera un arc court comme Zou, moyen comme Egghead ou long comme Wano Kuni? Commencez à faire vos estimations, c'est le moment parfait pour ça. Oda a été très conciliant cette semaine et n'a pas fait durer le suspense de la fin du chapitre 1126 plus longtemps. Aujourd'hui, nous retrouvons à nouveau Nami après s'être réveillée dans cette mystérieuse salle composée exclusivement de Lego. Et plus encore, car c'est même une partie d'Elbaf qui nous est enfin révélée. Je vais brièvement vous résumer ce nouveau chapitre en quelques phrases et nous pourrons l'analyser tout juste après. Alors le chapitre commence sur Elbaf, prouvant bel et bien que les Mugiwara disparus ont été ramenés sur l'île des géants. Si le mystère reste encore entier cette semaine sur qui a bien pu commettre cet acte, nous voyons pour la première fois depuis très longtemps de nouveaux géants dans un nouveau village constitué de bâtiments exclusivement faits en Lego. Ça, c'est un vrai kiff qu'Oda s'est fait, lui qui adore tant les environnements colorés et décalés, mélangeant réalité, amusement et fiction, c'est son paradis. Bref, un feu s'est déclaré dans une forêt et risque d'endommager l'arbre d'Yggdrasil. Enfin, nous avons la confirmation que cet arbre géant trônant au milieu de l'île était bel et bien l'Yggdrasil. Encore une fois, ce n'est pas une véritable surprise, ça fait des années qu'on l'avait annoncé, qu'on l'avait théorisé, mais ça n'en reste pas moins une très bonne chose, puisque l'arbre d'Yggdrasil est littéralement un pilier dans les mythes nordiques, mais on en reparlera un petit peu après. Qui dit géant dit aussi écosystème titanesque, et nous pouvons alors découvrir la faune sauvage d'Elbaf, absolument monstrueuse comme on pouvait s'y attendre, avec des abeilles géantes tombant du ciel, semblant attaquées par quelqu'un ou quelque chose. Et en parlant de ça, nous retrouvons Nami dans le château de Big Stain, une nouvelle construction entièrement faite de Lego, attaquant ces mêmes abeilles géantes. Elle ne sait pas où elle se trouve, son dernier souvenir est qu'elle était sur le navire des géants et cherche désespérément de l'aide en appelant Luffy, Zoro, Sanji et même Usopp. Comble de l'ironie, elle ne sait pas que ces quatre-là ont eux aussi disparu en même temps qu'elle. Elle va tout de même vite s'apercevoir qu'elle n'est pas seule puisque la plus mauvaise des compagnies arrive, notre cher Usopp. Et si j'espère encore tous les jours que l'arc d'Elbaf soit un tournant de fou pour lui permettant de devenir un véritable guerrier, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Tous deux se retrouvent pourchassés par des animaux géants et en profitent pour retracer les événements les ayant menés à littéralement perdre l'esprit, jusqu'à ce que l'absinthe leur revienne en mémoire. Le géant a bel et bien dit que la consommation de cet alcool pouvait provoquer des hallucinations. Alors tout ce qu'ils vivent actuellement n'est qu'hallucination, n'est-ce pas? Eh bien, vu les dégâts subis par Usopp face au chat géant, on a au moins la confirmation que non, ce n'est pas une hallucination. Mais nous sommes sur la bonne piste. L'absinthe a inévitablement eu un rôle à jouer dans leur blackout. Malheureusement, nous n'aurons pas les détails supplémentaires aujourd'hui. Alors que le chat, s'étant au passage transformé en lion, s'apprête à attaquer de toute sa force Nami et Usopp qui sont sans défense, Luffy, Zoro et Sanji viennent à leur secours et dans une scène absolument épique, viennent à bout de la créature. Le Monster Trio apparaît enfin dans leur magnifique tenue d'Elbaf, clôturant ce chapitre 1127 de One Piece. Ok, bon, les grandes lignes sont là. Maintenant, nous arrivons à mon moment préféré de la vidéo, puisque on va piocher les petits sujets les plus intéressants par-ci par-là, et on va les analyser et en faire des théories, messieurs, dames, des bonnes grosses théories, on mange que ça ici. Si avant cela vous souhaitez m'aider, alors n'oubliez pas que le plus simple et le plus rapide des moyens est de laisser un like à cette vidéo, ça vous prend vraiment 2 secondes et ça m'aide à être mieux référencé. Et c'est du bonus, mais également, si vous voulez commencer cet arc d'Elbaf dans des très bonnes conditions, moi je vous invite à aller checker la dernière vidéo de Nina, qui passe presque 40 minutes à vous expliquer comment l'intégralité de cet arc va se dérouler, et pas mal de choses se sont déjà avérées vraies dans ces 2 derniers chapitres. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Merci à tous encore une fois. L'Yggdrasil, cet arbre mentionné dans Elbaf est, comme vous devez le savoir, un vrai monument de la mythologie nordique de par son caractère magique et exceptionnel. Si je dois vous expliquer ce qu'est l'Yggdrasil très brièvement, c'est un arbre cosmique reliant les 9 mondes de l'univers de la mythologie nordique. Aussi appelé l'arbre-monde, les 9 royaumes qu'il contient sont ceux des dieux, des elfes et des hommes, ou même encore des nains et bien sûr des géants. Il y a aussi le royaume des morts ou celui du feu. En bref, cet arbre représente leur univers dans sa globalité, dont les racines s'étendent
monde vers des sources d'eau magiques. Ce n'est pas sans mentionner les animaux, un aigle, un dragon, un écureuil, des cerfs, il est peuplé de créatures magiques, mais ceux que je viens de vous citer sont les principaux. Alors ok, c'est cool, hein, mais vous devez vous demander à quoi servent les infos que je vous balance là comme ça. Eh bien, c'est pour vous faire réaliser qu'Oda, sur Elbaf, et rien que sur cet arbre trônant au milieu de l'île, pourrait s'inspirer de tout ce que je viens de vous citer. Par exemple, je pense qu'Elbaf va nous introduire plusieurs types de géants, plusieurs communautés de géants, voire même des histoires sur les géants antiques tels que Oz. Si j'en suis convaincu, c'est déjà par l'immensité de l'île qui n'est nullement similaire aux autres, mais aussi car de ce qu'on a pu voir d'Elbaf jusqu'à présent, aucun lieu ne se ressemble. Il y a le village d'Elbaf, dans lequel vivaient la plupart des géants connus à ce jour, comme Aerudine et Gerd. Pas seulement, nous apprenons qu'il existe un palais royal à Elbaf, où Loki a vu le jour et est localisé encore plus loin que le village. Et puis lorsque Shanks est apparu sur l'île, une taverne isolée de tout se trouvait sur la côte. Aujourd'hui encore, un nouveau village est dévoilé, celui se trouvant près du château de Big Stein en Lego. Il est donc totalement possible que chacune de ces localisations soit énormément espacée l'une de l'autre, allant même jusqu'à demander plusieurs jours ou plusieurs heures de marche à nos Mugiwara pour voyager à travers Elbaf, sauf si un cours d'eau traverse l'île permettant aux Sunny d'y naviguer plus facilement. Pour revenir à mes précédentes paroles, ce nombre si vaste de villages et de groupes différents de géants pourrait introduire par exemple des conflits entre certaines communautés de géants, que certains villages se fassent la guerre ou bien encore que chaque groupe de géants représente une nation scandinave ou nordique avec sa propre culture norvégienne, suédoise, danoise, finlandaise ou islandaise. Regardez, par exemple, Dori et Brogi seraient de la communauté islandaise parce qu'ils ont rapporté du Hakarl à Luffy qui est une spécialité d'Islande. En bref, de par la taille colossale de cette île, de par les villages tous espacés les uns des autres ainsi que par le mythe des 9 royaumes d'Yggdrasil, eh bien j'ai le sentiment que tous les géants d'Elbaf ne seraient pas forcément les mêmes, ne s'entendraient pas de la même manière et que chaque tribu ait sa propre histoire. Pour reparler brièvement du château de Big Stein, il n'est pas facile de trouver une explication à pourquoi tout est fait en foutu Lego. Alors j'ai quand même une théorie, je pense qu'elle a vraiment 2% de se réaliser, mais ce lieu full Lego serait en réalité l'ancien village qui fut détruit par Big Mom dans son enfance. Un des géants, peut-être Loki, avec un fruit du démon capable de créer des structures en plastique, ou même des objets de son imagination, aurait changé le bois pour des Lego afin de ne plus revivre la même tragédie qu'avec Big Mom. Rien ne peut brûler, pas d'incendie, et si un bâtiment est détruit, il suffit juste de le remonter en réimbriquant les pièces. Voilà. Avouez que c'est quand même tentant comme théorie, même s'il y a vraiment, je le répète, que 2% qu'elle s'avère vraie. Bon, et pour un petit peu plus de concret, si on se concentre sur le nom de Stein, qui est normalement censé être celui du château, eh bien on trouve plusieurs choses. Stein est par exemple le mot allemand pour pierre, donnant ainsi littéralement le grand château de pierre. Ça peut également être un nom de famille ou le nom d'une commune, signifiant donc que le village introduit au début serait le village de Stein et que le château serait donc celui de ce même village. Ultimement, ça peut signifier une grande chope de bière en faïence, mais bon, je pense qu'on s'éloigne un peu de ce qui serait adaptable dans One Piece. Donc en résumé, ce château se trouverait dans la commune de Stein, ou appartiendrait à la famille de Stein. Si on reste dans l'esprit un petit peu enfantin qu'Oda veut nous faire sentir, avec l'omniprésence de Lego un peu partout et qu'on veut vraiment pousser la théorie au plus loin, il se pourrait également que l'on ne soit que dans l'ère de jeu d'un enfant, voire même dans son propre monde à lui, toujours grâce à une sorte de fruit du démon. Ce qu'on voit ne serait pas le vrai Elbaf, mais un Elbaf imaginaire de l'enfant qui aurait nommé ce château en château de pierre, alors que bon, c'est un putain de château en Lego. Ce délire de Mugiwara projeté dans un monde imaginaire pourrait aussi expliquer la présence d'un chat géant avec une couronne qui se met subitement à se transformer en lion, n'importe quoi. Et si vous avez du mal à comprendre, pour expliquer ça avec des mots simples, est-ce que ça vous est déjà arrivé en étant gamin de volontairement tout surinterpréter pour en faire un univers de fantasy, comme Usopp quand il jouait avec ses 3 amis, imaginant qu'un pauvre chien était Cerbère, le gardien des enfers, ou qu'un petit lézard se transformait en immense dragon. Eh bien voilà, c'est ça qui se passerait pour les Mugiwara actuellement ayant disparu, qui affrontent un chat se transformant d'un coup en lion, sauf que tout ça viendrait donc potentiellement d'un fruit du démon d'un des habitants d'Elbaf. Encore une fois, c'est vraiment de la théorie qui théorise dur, vu le peu d'éléments qu'on a pour le moment, Oda pourra très facilement débunk tout ça au prochain chapitre, mais bon, écoutez, comme d'habitude, moi je vous propose les théories qui me semblent le plus probables dans l'instant T et que j'affectionne aussi le plus lorsque je lis le chapitre. On verra bien si j'ai eu raison ou non. D'ailleurs, on va très bientôt parler de Loki et vous verrez que cette hypothèse n'est pas si conne, mais avant ça, concluons cette partie de l'environnement d'Elbaf. Comme je vous l'ai fait comprendre, l'Yggdrasil sera, tout comme dans les mythes nordiques, le centre primordial de cet arc. Ces multiples mondes et royaumes seront très probablement adaptés par Oda en différents villages, voire différents palais royaux, faisant d'Elbaf une île avec plusieurs princes et plusieurs rois se battant pour le trône ultime.
Si on peut aisément penser que cette île de guerrier représente l'invincibilité à l'état pur, il faut quand même garder à l'esprit que dans la mythologie nordique, l'apocalypse finale, le Ragnarok, représente la mort de quasiment tous les dieux et tous les géants. C'est l'une des fins du monde les plus connues, tout mythe confondu, et Oda pourrait totalement l'introduire sur Elbaf, ou du moins commencer à la mettre en place, mais là encore on en parlera un tout petit peu plus tard, et vous verrez à quel point ça peut parfaitement coïncider avec l'apparition d'une nouvelle ellipse dans One Piece. Et même j'irai plus loin, ça fera carrément l'objet d'une vidéo à part entière, d'une théorie à part entière qui sortira dans les prochaines semaines. Voilà. Putain, ça tease, hein, ça tease. Bon, très bien, même si j'ai pas mal parlé de Loki dans les dernières reviews, j'ai quelques petites choses à vous mentionner suite à ce nouveau chapitre. Soyons tout de suite clairs et honnêtes, Loki est trop chiant. Il est chiant dans le sens où, si Oda s'inspire vraiment du dieu Loki, il a une liste de pouvoirs longue comme le bras, une histoire qui fera de lui un petit peu un gentil mais aussi beaucoup un méchant. Enfin bref, c'est compliqué de savoir sur quel pied danser avec ce genre de perso. Un truc m'a vraiment intéressé dans ce chapitre, c'est ce foutu chat qui se transforme en lion. Alors ok, One Piece c'est giga extravagant, hein. Il y a des animaux de toute taille, de toute forme, il existe même des chimères, des hybrides de différentes espèces, et même des singes épéistes. Ok, ça choque plus personne. Mais un chat qui se transforme en lion, ça reste quand même chelou, même pour One Piece, d'où la raison pour laquelle je commence à penser que tout n'était qu'une illusion. Et bien justement, le dieu Loki, il est pro dans l'art de l'illusion, et de la métamorphose, au point où il s'est déjà transformé en différents animaux pour mener à bien ses objectifs. Du coup, vous aurez bien compris que ma question est la suivante, et si ce chat, lion, était Loki, ou du moins lié à Loki d'une certaine manière, et que ce soit lui qui lui ait permis cette métamorphose? Bon, si c'est vraiment Loki par contre, l'arc commence très mal, vu qu'il a probablement frôlé la mort à cause du Monster Trio. Surtout que le chat a été couronné, exactement comme Loki qui porte une couronne en tant que prince. Oui, c'est pas bête, il y a vraiment un truc, la couronne y ressemble énormément en plus. Mais bon, voilà, je ne voulais pas parler que de ce Loki quand je commençais à théoriser sur Elbaf au chapitre 1106, quand Dory et Brogy ont débarqué sur Egghead. Je disais que le prince d'Elbaf n'était peut-être non pas inspiré de Loki, le frère de Thor, mais de Utgard Loki. Un géant du froid emprisonné dans une grotte, pieds et poings liés. Enfin, ça c'est dans le geste des Danois, l'un des témoignages majeurs de la mythologie nordique. Dans l'Edda de Snorri, un autre ouvrage encore plus important de la littérature médiévale norroise, Utgard Loki était totalement libre, mais surtout très spécial. En effet, ce dernier va mettre à l'épreuve 3 personnages, dont Thor et son frère, le vrai Loki pour le coup, dans une série d'épreuves, et globalement, malgré leur statut de divinité, aucun ne réussira les épreuves car elles sont toutes impossibles à surmonter à cause des illusions et des ruses d'Utgard Loki. Bref, c'est juste là où je voulais en venir. Dans l'une de ces épreuves, Utgard Loki dit à Thor de boire tout le contenu d'une corne, mais Thor ne sait pas que cette corne est connectée à l'océan, et donc qu'il est impossible de la vider. Dans une autre épreuve, Utgard Loki demande à Thor de soulever son chat. Ce dernier n'arrive qu'à lui lever une seule patte, sans savoir que ce chat était en réalité le Jormungand, le serpent qui encercle le monde. En gros, ce Utgard Loki met à l'épreuve ses visiteurs dans des défis qui ne sont que des illusions, rendant impossible une quelconque victoire. Et encore une fois, ça m'a fait penser à ce nouveau chapitre qui révèle un chat qui n'est non pas le Jormungand mais en fait un lion, et une boisson qu'ils ont bu pouvant créer des hallucinations comme la boisson bue par Thor qui n'était qu'une illusion. Voilà, donc c'est une autre facette de l'histoire d'Utgard Loki que je n'avais pas mentionné il y a plusieurs mois, préférant me concentrer sur la possible captivité de Loki et donc du besoin qu'aura Luffy de le libérer de ses chaînes. C'est tout, J'espère que cette partie vous aura plu, j'ai hâte de voir Loki, mais maintenant on va passer vraiment au très gros de la review. Vraiment. En effet, cette partie pourrait limite être une vidéo théorie à part entière. Elle ne concerne pas ce chapitre directement, mais plutôt la sensation que m'a donné le Monster Trio en combattant ensemble ce chat-lion géant. La théorie est la suivante. Elbaf sera un lieu d'entraînement pour les Mugiwara afin de préparer les derniers combats de l'œuvre contre le gouvernement mondial. Par extension, Elbaf serait également lieu d'ellipse où nos protagonistes passeront plusieurs semaines, mois, voire même années. Que vous soyez friand ou totalement opposé à une future ellipse, je veux quand même vous prouver dans cette vidéo que c'est loin, très loin d'être inimaginable. Tout d'abord, un entraînement et une ellipse vont irrémédiablement de pair. L'un ne peut quasiment pas être écarté de l'autre. La séparation des 2 ans des Mugiwara en est la preuve parfaite, mais il y a aussi à plus petite échelle les 2 semaines d'ellipse de Wano Kuni qui ont permis les préparatifs pour la guerre contre Kaido, ainsi que maîtriser le haki de l'armement avancé et Enma pour Luffy et Zoro en ne citant que. Donc dès maintenant, pour légitimer l'idée qu'une prochaine ellipse puisse avoir lieu, il faut se demander une chose, les Mugiwara sont-ils à la hauteur de leur adversaire et même plus précisément, qui sont leurs adversaires?
La liste va être simple, on peut citer les autres empereurs, les amiraux et depuis peu le Gorosei ainsi que les chevaliers divins. Est-ce que les Mugiwara sont à la hauteur de ces derniers? On peut considérer que Luffy l'est, ou du moins peut l'être, mais ce n'est pas le cas du reste de l'équipage et ça, l'arc d'Egghead nous l'a très bien prouvé. Vous l'aurez peut-être compris, mais le Gorosei va poser problème, un très gros problème puisque même Luffy ne parvient pas à comprendre le secret de leur immortalité. Ils étaient dangereux, puissants et surtout absolument increvables. Leur régénération était au-delà de tout ce qu'on a pu voir dans One Piece et si ça pose problème, c'est parce qu'il va falloir surmonter cette invulnérabilité à un moment ou l'autre. À leur prochaine rencontre, nos Mugiwara ne pourront continuer à fuir sans les combattre alors qu'ils sont les ennemis qu'ils combattent depuis toujours d'une certaine manière. Ce n'est pas le seul aspect impressionnant que possède le Gorosei, leur haki était également à de très nombreuses reprises qualifié comme exceptionnel. Haki, qui contrairement aux primes, est un véritable indicateur de pouvoir et de puissance. Vous avez sûrement compris pourquoi je pense que les Mugiwara ont besoin d'un assez gros boost de puissance. Si Luffy parvenait à les affronter, le niveau général de l'équipage ne semble pas assez élevé pour outrepasser la puissance combinée des 5 doyens et encore moins leur invulnérabilité. C'est encore plus flagrant au chapitre 1114 quand Brook, Usopp, Nami, Chopper, Robin et même Lilith ne sont parvenus à freiner ensemble la progression de Saturne qui était pourtant tout seul. Pourquoi Elbaf précisément? Alors, pourquoi cette île serait le lieu d'entraînement des Mugiwara et pas une autre? Eh bien, avec ma logique, cette idée a germé dans mon esprit après avoir fait le lien entre les créatures géantes et féroces d'Elbaf qui nécessitent non pas seulement Luffy, Zoro ou Sanji pour la défaire, mais carrément les trois ensemble dans une attaque combinée de haute puissance. Certes, Zoro n'a pas utilisé sa technique à 3 sabres du roi des enfers ou Luffy n'a pas utilisé son Gear 5, mais quand même, ils n'y sont pas allés avec des attaques basiques. Il aura fallu utiliser du haki pour vaincre un simple chat. Ce n'est pas une preuve de faiblesse de leur part, juste une preuve que les créatures d'Elbaf sont sûrement les plus puissants animaux de l'univers de One Piece après les rois des mers. Et vous vous souvenez des paroles de Dory face à Saturne et Warkuri au chapitre 1111? Ils sont énormes ces monstres, on dirait des bêtes féroces des forêts d'Elbaf. C'est exactement ce qu'il faut, c'est exactement ça qui leur manque. Comme Luffy a pu s'entraîner avec la faune de Ruskaina pendant 2 ans pour développer le haki et le Gear Force, les Mugiwara devront s'entraîner contre les monstres d'Elbaf, rivalisant de taille et peut-être d'endurance avec les formes bestiales démoniaques du Gorosei. Luffy aura beau avoir une moins grande marge de progression que les autres, absolument tous les Mugiwara pourraient profiter d'un incroyable gain de puissance en passant plusieurs mois, plusieurs années en combattant de tels monstres. En mettant de côté cette histoire de Gorosei et d'animaux d'Elbaf qui me convainc déjà parfaitement, il faut prendre du recul sur ce qu'est vraiment Elbaf, ce que représente cette île pour nous, lecteurs de One Piece, mais aussi pour les personnages eux-mêmes. Tout ce qui est lié de près ou de loin à cette contrée est aussi lié à la force, à la puissance. Les géants ne font que se battre, c'est leur honneur qui est en jeu bien plus que leur vie. C'est la plus grande nation guerrière, encore plus réputée que les légendaires samouraïs de Wano Kuni. La simple alliance avec les géants aurait conféré à Big Mom la puissance pour vaincre Kaido, Shanks et Barbe Blanche d'après ses dires. Honnêtement, quel meilleur endroit pour s'entraîner, pour évoluer en vue de la bataille finale de One Piece, en vue de l'affrontement des plus puissantes forces du monde. Et comme je le disais, Elbaf ne sera pas un lieu dénué de sens pour nos Mugiwara, quasiment chacun pourrait trouver un sens à rester sur cette île durant une longue période afin d'évoluer dans leur domaine et vous allez très vite comprendre pourquoi. Luffy pourra en découvrir plus sur Nika, dieu apparemment omniprésent dans les fables des géants. En plus de gagner en force, il gagnerait à savoir qui il est réellement. Les géants sont une source infinie du savoir transmis, très peu de générations séparent la génération actuelle à ceux qui vivaient durant le siècle oublié il y a 800 ans grâce à leur longévité exceptionnelle. Luffy se familiarisera alors avec Nika et avec ses nouveaux pouvoirs. Zoro fait sûrement partie de ceux les moins intimement reliés à cette île car en tant que sabreur, Wano Kuni représentait une plus grosse partie de son évolution. Toutefois, ça ne change absolument rien au fait qu'il pourra évoluer en combattant tous ces monstres peuplant la forêt des géants, donc amélioration de sa puissance, amélioration de son haki et de ses techniques. Pareil pour Sanji, sa puissance augmentera proportionnellement aux autres membres du Monster Trio. La particularité qu'il aura, à l'inverse de Zoro, est une amélioration dans son rôle de cuisinier. Chaque culture et pays a sa propre nourriture, mais celle des géants d'Elbaf est très particulière comme l'a prouvé le Hakar, le mangé par Luffy. Au-delà du goût infeste, c'était une ration d'urgence blindé d'énergie qui a revigoré Luffy en un instant alors qu'il était à court d'énergie après une utilisation excessive du Gear 5. Sanji sur Elbaf pourrait apprendre à cuisiner des plats aussi nutritifs pour booster ses Nakama encore plus intensément qu'avec le New Kama Kenpo qu'il a appris aux côtés des Okama.
Du côté de Nami, Elbaf pourrait être une île passionnante à bien des égards. Elle qui rêve de cartographier le monde, cartographier l'île des géants serait déjà un challenge exceptionnel au vu de sa superficie. Dites-vous simplement que proportionnellement à ses habitants, Elbaf serait entre 10 et 20 fois plus grand et vaste que tous les plus grands pays que nous avons déjà visités jusqu'à présent. Quand je disais tout à l'heure que les Mugiwara risquent de mettre plusieurs jours pour aller d'un village à un autre, ce n'était absolument pas une blague. De manière un peu plus poussée, la mythologie scandinave est aussi et surtout connue pour Thor, l'un des dieux primordiaux de l'orage, apportant pluie et pouvant créer de la foudre grâce à Mjolnir, son marteau. Pourquoi pas imaginer que les compétences de Nami en météorologie et en combat élémentaire puissent augmenter là-bas, elle qui contrôle la foudre grâce à son climatact, comme le fait Thor avec son marteau. Usopp est incontestablement le plus intéressant des Mugiwara à analyser dans cette partie. S'il est difficile de lui trouver un moyen de faire son power-up, quoi de mieux pour lui de le faire sur Elbaf, le pays des guerriers qu'il admire tant depuis Little Garden. Pour Usopp, Elbaf serait l'endroit parfait pour évoluer, pour trouver le courage et gagner la confiance qui lui fait tant défaut. En fait, c'est pas l'endroit parfait, c'est le seul endroit où on peut vraiment en finir avec cet Usopp presque inutile en tant que combattant sniper. Une ellipse chez les géants serait le moyen ultime pour libérer le véritable guerrier qui est en lui. En tout cas, je l'espère. Ouais. Chopper, en tant qu'animal, pourrait avoir un rapport intéressant avec les animaux d'Elbaf en comprenant leur langage, par exemple, et s'il doit s'entraîner, il chercherait à devenir le plus puissant monstre de ce pays. Mais en vrai de vrai, c'est surtout niveau médecine que ça peut être intéressant. Si la nourriture des géants d'Elbaf a un tel effet sur les humains, capable de revigorer Luffy en un seul plat, alors leur médecine doit être au moins autant efficace, et Chopper pourrait énormément en profiter et en faire profiter ses Nakama par la suite. Et Robin alors, ne serait-ce pas l'un des arcs qui lui serait le plus profitable depuis très longtemps? Sans parler de puissance, c'est sur Elbaf que se trouvent les restes d'Ohara protégés par Zoro lui-même. Imaginez maintenant qu'avec ses nouvelles connaissances et plusieurs mois devant elle, qu'elle puisse enfin lire tous les nouveaux et anciens ouvrages d'Ohara, augmentant ainsi sa connaissance du monde mais aussi du siècle oublié afin de rivaliser avec le savoir de Clover et de Vegapunk. Rien que pour ça, c'est l'une des raisons qui me pousse à penser qu'une fois le pied posé sur Elbaf, les Mugiwara ne pourront pas y rester qu'une seule journée et Robin profitera de l'immensité de la bibliothèque d'Ohara pendant un très long moment. Grand regret d'Egghead, Franky n'a eu que très peu de contact avec Vegapunk, alors qu'il pouvait littéralement échanger avec son idole, le plus grand scientifique du monde. Fort heureusement, Lilith, l'un des avatars de Vegapunk, est présent aux côtés des Mugiwara. Si Franky n'aura peut-être pas un vrai power-up notable au niveau de la force physique, sa technologie serait améliorée grâce à Lilith, elle qui est une vraie fanat de l'armement militaire. Après avoir passé 2 ans dans le laboratoire de Vegapunk sur Baltimore, il passerait des mois ou des années supplémentaires, cette fois-ci avec une part du vrai Vegapunk. Et finalement, Brook et Jinbei sont ceux chez qui je vois un peu moins d'intérêt dans cette ellipse sur Elbaf. À la rigueur, il y a bien le Helheim, l'un des royaumes de l'Yggdrasil, qui est aussi le royaume des morts. Cette partie-là de l'arc permettra à Brook d'améliorer ses techniques et l'utilisation de son fruit du démon, lui qui étant lié au royaume des morts. Voici toutes les raisons de pourquoi les Mugiwara pourraient rester bien plus longtemps que prévu sur cette île et comment ça leur sera profitable sur leur évolution physique et morale. Alors j'ai beaucoup parlé des Mugiwara, mais il y a aussi le reste du monde. J'en ferai dans les prochaines semaines une vidéo théorie dédiée, mais tous les protagonistes et antagonistes bougent et sans cesse, sans qu'on ne sache exactement ce qu'ils vont faire et combien de temps ça va prendre, tous entreprennent de très grandes choses. Mettre tout ça en place, permettre autant de déplacements, ça ne peut que difficilement avoir lieu dans la timeline habituelle de One Piece qui met plusieurs centaines de chapitres pour que seulement quelques semaines ne s'écoulent. Je vous l'ai dit, beaucoup trop de choses à développer sur ce point-là pour le laisser dans la review. Je vous prépare une vidéo spéciale sur l'intégralité de l'ellipse et de l'entraînement des Mugiwara sur Elbaf. Si je peux conclure en répondant à ma propre question, combien de temps pourrait durer cette ellipse? Eh bien, je n'ai aucune véritable idée précise. C'est plutôt compliqué à estimer et les conséquences d'une seule année pourraient être déjà lourdes. Mais dans le Ragnarok, que je vous ai mentionné plus tôt, l'un des signes de son commencement est 3 années d'hiver glacial consécutives sans que le soleil n'apparaisse. Alors peut-être que pendant 3 ans, Luffy, le dieu soleil, ne se montrera plus, car isolé avec son équipage sur l'île des géants, se préparant à la guerre, ou plutôt à l'apocalypse, qui s'apprête à engloutir le monde. Bon,
Globalement, pour résumer ce chapitre, hype, voilà. J'ai l'impression de un petit peu redécouvrir One Piece, ça m'a fait du bien et cet arc d'Elbaf me paraît vraiment mystérieux, à peine a-t-il commencé. Par exemple, et avec du recul, l'arbre d'Yggdrasil semble étonnamment beaucoup moins gros que lorsqu'il était aperçu dans les autres pages du manga. Pourquoi? Est-ce une erreur de proportion, comme on a l'habitude avec Oda, ou est-ce encore un autre arbre? Ensuite, quand Nami tombe avec Usopp du haut du château, ils atterrissent dans un endroit où le sol est jonché de squelettes d'humains de taille normale. Est-ce que ça signifie que d'autres humains ont déjà été capturés comme eux et donnés à manger au chat lion? D'ailleurs, la couronne du chat est vraiment similaire à celle de la silhouette de Hawkeye. Est-ce tout simplement son animal de compagnie qui va réapparaître plus loin dans l'arc? Oh non, mais attendez, j'ai oublié d'en parler et je m'en rends compte qu'au montage, mais qui est le dieu soleil mentionné au tout début par les géants? C'est sûrement pas Luffy, alors est-ce qu'un usurpateur essaye de faire croire qu'il est le dieu Nika? Ou pire encore, est-ce que c'est Loki, vu qu'il est né tout juste avant le solstice d'hiver, censé fêter la renaissance du soleil? Je sais pas les gars, j'ai l'impression d'être totalement à côté de la plaque, mais proche du but en même temps, c'est terrible. Allez, je vous laisse avec la fin de cette vidéo, merci à tous. Vous l'aurez compris, les questions sont très nombreuses. C'est sur ces interrogations et cette théorie que nous allons nous quitter pour cette semaine les bros. Merci de fou d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer et bien sûr que vous aurez défoncé les likes comme il se doit si c'est le cas. Pareil pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de rejoindre l'équipage pour ne pas manquer les prochaines reviews et théories qui viendront dans les futures semaines. Merci encore, prenez bien soin de vous et de vos proches, peace les bros.